Conclusion. Au cours de cette recherche sur le vote RN, j'ai tâché de me confronter à une règle à la fois analytique et déontologique, celle de toujours prendre au sérieux la parole des personnes que j'interrogeais. Prendre au sérieux leurs craintes, leurs doutes, leurs incertitudes, mais aussi leurs affirmations, parfois très tranchées, sur l'état du monde qui les entoure. L'objectif était ainsi de saisir à quoi tiennent les électeurs du RN, à quel mode de vie ils accordent de la valeur, à quels principes moraux ils sont attachés. Pour comprendre comment l'extrême droite se normalise, il faut comprendre sur quelle normalité s'appuient ces électeurs. Prendre au sérieux leurs paroles, c'est aussi ne pas partir du principe que ces électeurs ne savent pas ce qu'ils font lorsqu'ils votent pour le parti de Marine Le Pen, qu'ils se trompent dans leurs décisions électorales. Pour reprendre les termes de Stuart Hall, le succès et l'efficacité de l'extrême droite ne reposent pas sur sa capacité à duper les gens naïfs, mais sur le fait que ce discours politique se déploie auprès d'expériences vécues et bien réelles, et qu'il a sur celles-ci des effets pertinents. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance de l'acte électoral dans la vie des individus ordinaires, le vote RN reste un moyen, pour les personnes qui en usent, de signifier le temps d'une élection, les épreuves sociales qu'elles traversent, les problèmes auxquels elles sont confrontées et les interprétations qu'elles en font. Des concurrences sociales racialisées. Les électeurs du sud-est de la France que j'ai rencontrés, même s'ils ne sont pas touchés directement par la pauvreté et la précarité, connaissent une situation économique et sociale marquée par la fragilité et l'incertitude. Comme on l'a vu, les craintes et le sentiment d'injustice qui en découlent n'ont pas pour objet prioritaire l'emploi, l'exposition au chômage, mais la redistribution et l'usage des ressources communes. Les impôts que l'on paye, le lieu où l'on habite, l'école où l'on inscrit ses enfants, la qualité des services publics auxquels on a accès. Pour ces électeurs, et la chose traverse très vraisemblablement tout l'électorat lepéniste, ces sphères de la reproduction sociale constituent des foyers particulièrement actifs de politisation en faveur du RN. Tout en ayant la sensation de donner beaucoup sans avoir droit à rien en échange, les électeurs interrogés entretiennent un rapport de plus en plus dégradé à leur lieu de vie, le quartier, ses écoles, ses commerces, et à ses évolutions. Les scènes fiscales, scolaires et résidentielles deviennent les théâtres de compétitions sociales racialisées dans lesquelles les groupes minoritaires, construits et essentialisés en tant que tels, sont perçus et jugés comme des concurrents illégitimes. Si les morales de classe qui opèrent ici, idéologie du mérite, attachement à la valeur du travail, rendent illégitimes certains types de pauvreté, à travers la critique de l'assistanat notamment, les normativités de l'ordre national viennent accentuer le caractère intolérable de la présence d'individus et de groupes considérés comme immigrés, qui bénéficieraient indûment des services de l'État, à commencer par les aides sociales, et dévaloriseraient ainsi les espaces collectifs. Ce sont également leurs formes d'exister elles-mêmes, leurs existences proprement sociales qui sont remises en cause. Le fait que eux aussi soient inclus dans la solidarité nationale collective, qu'ils investissent leur lieu de vie, inscrivent leurs enfants dans les écoles à proximité et adoptent parfois certains styles de vie différents, modes de consommation, pratiques religieuses, etc. Le ressentiment vise également, par continuité, l'État français, accusé de favoriser une véritable préférence étrangère en matière de redistribution et d'exercice de son autorité. Ces questions matérielles sont dès lors liées à des enjeux de reconnaissance. Les élites dirigeantes ne semblent plus pouvoir assurer durablement la position sociale, financière, matérielle et symbolique de ces électeurs, pourtant chèrement acquises. En ne rétribuant plus leur mérite de la norme, travailler, payer ses impôts, suivre les règles, la classe politique au pouvoir paraît en incapacité de faire justice à ces Français moyens, à ce peuple qui devrait pourtant être, juge-t-on, sa préoccupation principale. De quoi cette configuration est-elle le produit ? Cette enquête fait apparaître à quel point les logiques de mise en concurrence des ressources communes viennent encourager les processus de racialisation, et réciproquement. La remise en cause progressive de l'universalité des droits sociaux, l'opacité et la fragmentation des principes de redistribution, la dégradation des services publics et leur mise en compétition ont pour conséquence, comme constaté sur mon terrain, d'attiser le racisme. Inversement, le racisme a pour effet, par infiltration, de creuser encore davantage les failles d'un état social craquelé. Les territoires eux-mêmes, et particulièrement en région Sud-PACA, sont eux aussi progressivement mis en concurrence par le truchement d'une économie de l'enrichissement, accentuant considérablement les logiques de valorisation résidentielle et touristique des espaces habitables.
Les politiques d'attractivité, l'installation de ménages aisés dans le sud de la France et les fortes inégalités que cela implique accroissent la hiérarchisation des territoires et donc la compétition pour y accéder. Là encore, cette mise sous tension des espaces communs attise la racialisation des perceptions socio-spatiales et des stratégies résidentielles, dans un contexte où la présence de certaines minorités, justement trop visibles, a des conséquences très directes sur la valeur symbolique, mais aussi économique, d'un territoire donné. Le racisme apparaît à ce titre comme un phénomène tout à la fois matériel et idéal, c'est-à-dire économique et culturel. Et il est, de ce point de vue, inexact de le classer du côté d'un sociétal ou d'un identitaire qu'on opposerait aux problématiques sociales. Rester majoritaire. Prendre au sérieux les discours des électeurs du RN, c'est donc aussi accepter de prendre en compte, dans l'analyse, le racisme qui s'y exprime. Non pas comme la trace d'une ignorance, d'une bêtise ou d'une défaillance morale, mais comme un mode de perception et une prise de position au sein des rapports de force. Le vote RN est, même confusément, même sans illusion, une manière d'exercer un pouvoir. Et ce pouvoir est aussi un pouvoir racial, ou du moins une tentative de se maintenir ou de se rehausser au sein des relations de pouvoir instituées entre majoritaires et minoritaires. Cette dimension est importante à reconnaître pour ne pas céder aux discours qui dépeignent les électeurs d'extrême droite en pures victimes. Il est tout à fait possible, et à dire vrai nécessaire, de saisir en même temps les fragilités de la condition sociale de ces électeurs et leur participation depuis une position majoritaire au processus de racialisation et de stigmatisation des minorités. Tout en connaissant des difficultés sociales et certaines formes de relégation, les électeurs du RN continuent aussi de se situer dans leur écrasante majorité du bon côté des inégalités ethno-raciales encore à l'œuvre dans la France contemporaine, et comptent bien y rester en participant à leur échelle à la reconduction des frontières raciales et de leur justification. Pour ces électeurs, cette micro-politique de la race, ainsi déployée, semble néanmoins frappée par la frustration et par l'impuissance. Les chapitres qui composent ce livre en témoignent. Les individus interrogés n'ont le plus souvent pas les positions ni les ressources sociales suffisantes pour pousser les processus de minorisation et de ségrégation, à l'école, dans les territoires, dans l'offre commerciale locale, pleinement à leur avantage. Ils n'ont en quelque sorte pas les moyens de leurs aspirations qui leur permettraient de bénéficier de l'entre-soi blanc auquel ils prétendent. Parce que leur position au sein du groupe majoritaire apparaît de plus en plus chancelante, ces électeurs se sentent moins maîtres d'un jeu auquel ils acceptent pourtant de jouer. La position médiane et fragile qu'ils occupent au sein des rapports sociaux de classe se retrouve donc aussi au cœur des rapports sociaux de race. Tous les électeurs interrogés partagent en effet cette crainte de devenir minoritaire dans la configuration sociale et tout particulièrement territoriale qui est la leur. Ne plus avoir l'impression d'être chez soi et s'y sentir coincé. Ce sentiment de dépossession est conforté au quotidien par les présences et existences non blanches, en particulier celles des minorités désignées comme musulmanes, dont les manifestations religieuses sont interprétées comme s'imposant au mode de vie français. Ce rapport intranquille à sa position majoritaire vient dénaturaliser cette dernière et ainsi la politiser. Parce qu'elle semble menacée, sa défense devient soudain nécessaire. Et parce qu'en bénéficier est considéré comme normal et légitime, cette défense apparaît juste, de bon sens et de bon droit. C'est ce qui donne au vote RN cet aspect si particulier, tout à la fois protestataire et conservateur. Les électeurs interrogés se placent du côté de la norme, tout en voyant celle-ci remise en cause au quotidien. C'est pas normal, étant probablement l'expression la plus entendue au cours de ma recherche, et sont par là d'autant plus disposés à en revendiquer activement la préservation. C'est lorsque l'hégémonie se fragilise, ou qu'on imagine qu'elle est fragilisée, qu'elle se transforme en réaction. L'inclination de ces électeurs vers l'extrême droite traduit ce désir de remise en ordre, cet attachement inquiet à l'existence sociale et morale par lequel ils se définissent. Situés au seuil d'un ordre social et racial dont ils estiment et espèrent encore tirer avantage, ils s'en font les premiers gardiens. Défendre la norme pour y rester. Déni et lucidité. La sociologie arrive toujours après la bataille. Ce n'est, je crois, ni en son pouvoir, ni d'ailleurs son rôle que de déterminer les issues politiques qu'une société entend se donner. S'il existe cependant une raison d'être politique aux sciences sociales, c'est peut-être celle de faire œuvre de lucidité, de donner à voir sans scier certaines réalités politiques, y compris les plus déplaisantes. Pour une bonne partie de la gauche, mais aussi des sciences sociales,
La dimension raciale du vote RN qui vient d'être évoquée fait sans doute partie de ces réalités qu'on ne saurait voir. On l'imagine ainsi parfois cantonné à certains territoires particuliers, concentrés dans le sud de la France, quand le nord en serait exempt. Distribution qu'aucune étude ne permet pourtant d'attester. On la présente aussi comme accessoire ou dissipée par la montée d'autres préoccupations socio-économiques, le chômage, le déclassement, le pouvoir d'achat, comme si celle-ci était exclusive de la question raciale. Autant d'interprétations occultant le fait que l'aversion entretenue vis-à-vis des minorités ethno-raciales constitue à la fois le dénominateur commun aux différentes fractions de l'électorat lepéniste et le lien entre les différentes motivations des électeurs du RN. Au terme de mon enquête, je pense pouvoir assurer qu'on ne gagne rien à dépeindre le racisme à l'œuvre au sein de l'électorat RN sous les traits d'une fausse conscience, ni à le concevoir comme un simple exutoire face à des situations de désespoir économique. La racialisation est un processus qui a sa part d'autonomie, qui structure et suscite ses intérêts propres et qui affecte durablement les représentations communes du monde. Le fait social raciste possède, à ce titre, une puissante efficacité normative et politique. Dénier sa place prépondérante dans la fabrique des opinions politiques et des pratiques électorales, c'est mal comprendre, ou en tout cas ne comprendre qu'à moitié ce qui fonde la force du lepénisme. C'est par ailleurs, il faut le signaler, accréditer d'une certaine façon le discours du RN, dont la stratégie de dédiabolisation a justement consisté à se démarquer du stigmate du racisme. Établir un tel rapprochement entre racisme et RN, ce serait, comme le répétaient à l'envi ses représentants, insulter les millions d'électeurs qui ont voté pour ce parti. Par conséquent, choisir de ne pas en parler, de regarder ailleurs, n'est pas un choix plus neutre qu'un autre, puisqu'il reconduit, qu'on le veuille ou non, le discours des représentants de l'extrême droite. Ainsi d'ailleurs que celui d'un nombre croissant d'éditorialistes ou d'essayistes qui préfèrent mettre en avant la dimension populaire du vote RN plutôt que sa dimension racialisée. De même, les discours présentant le vote RN comme un vote de colère, exprimant avant tout une perte de repères ou un ras-le-bol général, pêchent par intransivité. La protestation assurément exprimée à travers le vote Le Pen n'est pas aveugle, elle ne se traduit pas électoralement au hasard. Elle correspond, au contraire, à des désirs sociopolitiques spécifiques, des antagonismes concrets, des hostilités orientées, et, notamment, orientées racialement. De ce point de vue, l'appel d'une partie de la gauche aux fâchés pas fachos parmi les électeurs du RN, pour reprendre une expression qui a fait Florès, illustre pour une part cette tentation de minorer la force du racisme dans la construction des attitudes politiques. Par ailleurs, même s'il existe une profonde défiance des électeurs lepénistes envers les élites gouvernantes, ne voir dans leur vote qu'une aspiration purement dégagiste me semble assez illusoire. La réélection de gouvernements d'extrême droite en Europe, ou plus proche encore, d'équipes municipales comme dans la ville d'Orange ou dans des communes dirigées par le RN, conquises en 2014 et reconduites dans leur majorité en 2020, doit en tous les cas inciter à la prudence quant à la nature anti-système du vote d'extrême droite. Lorsque le système leur convient, les électeurs continuent de voter, et en nombre, pour ces formations politiques. Ces constats n'ont rien d'irréversible. Le racisme, comme d'autres rapports au monde, n'est pas un fait de nature, ni une essence individuelle immuable, mais une construction sociale et politique. Celle-ci s'intériorise sous la forme de croyances qui peuvent être plus ou moins entretenues, plus ou moins flattées par les acteurs du champ politique. À ses électeurs, Marine Le Pen fait depuis longtemps la même promesse, celle d'arrimer aux affects racistes qui les traversent une puissance sociale et politique supérieure à celle dont ils disposent actuellement. Une telle offre prend bien sûr les aspects d'une revanche culturelle, mais elle est aussi, et ce point est fondamental, de nature socio-économique, au sens où elle englobe des domaines et intérêts proprement matériels. Le lepénisme a élaboré et répété sans relâche une série d'articulations politiques spécifiques à destination des classes moyennes et populaires blanches, en leur promettant à la fois reconnaissance et amélioration de leurs conditions matérielles d'existence. Dans le contexte actuel de légitimation croissante des thèses défendues par l'extrême droite dans des pans entiers de l'espace public et politique, les électeurs peuvent être tentés d'y croire. Les formations politiques qui souhaitent les convaincre d'y renoncer doivent dès lors proposer en face d'autres projets de protection économique, d'émancipation sociale, capables de faire le poids, de nourrir des affects concurrents, d'activer d'autres aspirations et ainsi de démonétiser la force électorale du racisme. On l'a vu, le RN profite d'une situation produite tout à la fois par les inégalités capitalistes et par le raidissement raciste contemporain.
C'est donc en toute logique, en se mobilisant sur ces deux fronts simultanément, que la lutte contre l'extrême droite peut espérer trouver une efficacité. Lutte à mener sur la scène électorale, mais aussi peut-être par un travail social et culturel de plus long terme. Une autre leçon de cette enquête est en effet que le vote RN s'ancre dans des sociabilités ordinaires, se légitime par la circulation d'évidences partagées au sein de groupes sociaux concrets. C'est au cœur de ce quotidien qui façonne le politique que le combat contre la normalisation du lepénisme doit aussi nécessairement se déployer. En tous les cas, cette lutte ne pourra se mener qu'en ayant une vision complète de ce qui fonde les votes pour le RN et en s'attaquant aux logiques communes qui participent de leur diffusion, sans se contenter de condamnations morales individuelles contre tel ou tel électeur qui, à un moment de son existence, en vient à déposer un bulletin RN dans l'urne. Une seconde utilité politique des sciences sociales réside dans leur obstination à désigner des phénomènes structurels comme conditions de possibilité des attitudes sociales et politiques observables à l'échelle individuelle. La sociologie ne déresponsabilise pas, mais sa fonction normative est de pointer des responsabilités toujours collectives. Faire de l'extrême droite un épouvantail à part de la société est sans doute rassurant pour certains, mais occulte les processus collectifs qui concourent à la montée de partis comme le RN. Considérer cet essor comme un phénomène anormal ou pathologique, c'est ne pas voir qu'il se nourrit de normes déjà largement légitimées, que l'extrême droite ne fait que radicaliser ou simplement rendre explicites. Les discours anti-assistés et anti-immigrés, si souvent entendus durant cette enquête, ne paraissent valides aux acteurs que parce qu'ils s'insèrent dans un contexte matériel, culturel et idéologique qui les rend possibles, voire valorisés. Étudier le Rassemblement national, comprendre ses électeurs, c'est aussi se rendre compte que ceux-ci ne penchent vers l'extrême droite que parce que le monde dans lequel ils vivent penche avec eux.